La façon pour la France d'exercer sa souveraineté monétaire sur une scène mondiale qui est ultra compétitive, elle passe nécessairement par une souveraineté partagée. François Villeroy de Galhau, je suis gouverneur de la Banque de France. Il y a une équivalence qui est multiséculaire entre la souveraineté et la monnaie. Songez que la pièce française s'est longtemps appelée le louis d'or, du nom de Louis XIII, puis de Napoléon, que le souverain, c'est une pièce britannique qui est frappée depuis 1489. Donc on pourrait dire que c'est évident. Et effectivement, la monnaie a fait partie de la constitution de nos États nationaux, de leur construction pendant des siècles, avec, à partir du XVIIIe siècle, la création des principales banques centrales et de la Banque de France en 1800 par Napoléon Bonaparte. J'ai un peu évoqué ce soir deux changements qui peuvent arriver à cette équivalence multiséculaire. La première, c'est bien sûr l'euro. C'est-à-dire que nous avons construit, aujourd'hui à 20 États membres, une forme de souveraineté partagée. C'est une monnaie sans État unitaire. Je peux d'ailleurs témoigner, ayant été dans les négociations de Maastricht il y a 30 ans, qu'il y avait des doutes sérieux sur la solidité de l'édifice. Et l'édifice n'a cessé de se renforcer à travers les crises du XXIe siècle et il est aujourd'hui soutenu par près de 80% des Européens. C'est un socle extrêmement solide. Est-ce que c'est un État stable ou est-ce que c'est une étape un jour vers une forme de souveraineté politique européenne? La réponse ne m'appartient pas, mais c'est une construction souveraine européenne originale, reconnue par le reste du monde et enviée par beaucoup d'États ailleurs. Et puis, je citais un deuxième changement, c'est, technologie aidant, la montée d'un certain nombre de quasi-monnaies privées, potentiellement, qui peuvent être émises notamment par des big tech américains ou asiatiques, mais pas européens. Vous vous souvenez peut-être du projet Libra qui avait été poussé par Facebook en 2019. Il s'agissait de construire une espèce de quasi-monnaie mondiale. Le projet a été abandonné. Je crois qu'il faut que nous soyons conscients que la technologie et le développement du digital, des blockchains, peut représenter, si elle est uniquement du côté des acteurs privés, une remise en cause de la souveraineté monétaire européenne. D'autant que nous n'avons pas d'acteurs privés européens digitaux. Et donc, il faut réglementer ces actifs privés. L'Europe l'a fait, les États-Unis pas encore. Et puis, il faut s'attacher à avoir une innovation côté public. C'est le projet que nous appelons d'euro numérique. Et j'ai pris le pari ce soir devant le Conseil d'État que ce projet verrait le jour dans la décennie comme un élément de la souveraineté monétaire européenne. La façon pour la France d'exercer sa souveraineté monétaire sur une scène mondiale qui est ultra compétitive, nous sommes tous conscients de la puissance du dollar et d'autres monnaies comme la monnaie chinoise, elle passe nécessairement par une souveraineté partagée. Et je crois qu'il faut reconnaître que la situation qui prévalait avant l'euro, celle qu'on appelait du système monétaire européen, c'était une situation où, de fait, il y avait une souveraineté faciale, virtuelle de beaucoup d'États européens, mais ils suivaient en réalité la politique monétaire allemande, parce que le Deutschmark était la meilleure des monnaies et qu'on ne peut pas se permettre, à l'intérieur du marché unique européen, d'avoir un désordre monétaire constant. Donc il fallait une règle commune et elle était quand même largement fixée par la Bundesbank allemande. Et donc la France a regagné en pratique en souveraineté monétaire depuis le traité de Maastricht et depuis la création de l'euro. Je peux vous dire, pour participer au Conseil des gouverneurs, pour voir fonctionner la BCE, que nous y sommes bien à égalité de pouvoir, de droit et d'influence par rapport à tout autre État membre, et en particulier celui que j'ai cité.